Le premier pas, c'est déjà de permettre aux gens d'apprendre à se déposséder de leur appareil par l'intermédiaire de l'économie d'usage. Ils ne possèdent plus l'objet, mais ils bénéficient du service. Le step suivant, c'est OK, est-ce que j'ai tout le temps besoin de cet objet? Est-ce que je ne peux pas bénéficier d'un service dans lequel je n'aurai accès à ce produit que de façon temporaire? Alors, quand on parle du smartphone aujourd'hui, ben, ça fait un peu hérisser les poils, hein. Je suis donc Adrien Montagu, je suis cofondateur de la coopérative Common. Common, c'est une coopérative qui essaye de minimiser tant que faire se peut les externalités négatives associées à l'électronique et elles sont très nombreuses. Et donc, nous, on a fait le choix de proposer donc un nouveau, en fait, une association entre un modèle économique plus vertueux, qui est d'après nous celui de l'économie de la fonctionnalité sans option d'achat, l'économie d'usage, on va y revenir, et d'un autre côté des produits plus vertueux aussi, tels que le Fairphone, qui est un smartphone plus éthique, éco-conçu, réparable, etc., etc. Donc en fait, l'intersection de produits électroniques plus responsables, plus durables et d'un modèle économique qui tend à la durabilité, ça donne notre coopérative et notre offre de services. Donc, en fait, concrètement, les clients, quand ils vont venir chez nous, ben, ils vont souscrire un abonnement. Et dans le cadre de leur abonnement, ils auront un appareil, ce qui peut être donc un Fairphone, un ordinateur, des casques audio, tout un ensemble de différents produits. Mais au-delà de leur appareil, ils vont avoir un service. Ça va être la prise en charge des pannes, des casses, des réparations, l'assistance à l'usage. On fait la promotion des logiciels libres et des systèmes alternatifs. Donc, sur le Fairphone, par exemple, on va installer des OS alternatifs. Mais voilà, donc il y a tout un panel de services qui vient en complément de l'appareil. Et l'ensemble de ces services-là ont pour objectif de maximiser la durée de vie des produits. Alors, première question que je vais avoir en plus là-dessus, c'est est-ce que c'est plus cher? Alors, ben, ça dépend. Qu'est-ce qu'on entend par plus cher? Si on compare facialement le prix de notre service sur la durée au prix facial de la vente, oui, effectivement, c'est plus cher puisque dans notre service, il y a du service. Donc, le problème, c'est que dans le cadre de la vente, il y a souvent ce qu'on appelle des coûts cachés. C'est-à-dire que ben, si par exemple votre appareil tombe en panne 2 ans et 3 jours après la fin de la garantie constructeur, eh ben, vous allez devoir prendre en charge la panne. Si vous le cassez, ben, forcément, vous allez devoir en prendre en charge la casse. Et même si vous avez éventuellement une assurance, à tous les coups, ça sera le labrador de votre voisin qui aura fait tomber le téléphone. Donc, l'assurance ne pourra pas prendre en charge le, 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 le problème. Donc bon, je caricature un petit peu, mais bon, c'est ça l'idée, c'est que dans le cadre de la vente, vous avez uniquement le produit, vous n'avez pas les services associés, et donc vous pouvez avoir des surcoûts sur la durée de vie de l'appareil. Après, sur notre entre guillemets politique tarifaire, nous, on est une coopérative, donc on a toujours pour objectif de calculer le juste prix entre les clients, les coopératives et les producteurs, ce qui fait qu'on met en place des offres tarifaires qui soient les plus justes possibles également. Et c'est pour ça qu'on a des offres qui sont dégressives dans le temps. Par exemple, sur le Fairphone, la première année, ben, vous allez payer aux alentours d'une trentaine d'euros en fonction du modèle que vous choisissez. Et en année 2, s'il n'y a pas eu de casse ou de vol ou de perte, parce que la perte, c'est le pire des scénarios, on ne peut pas le prendre en charge, celui-ci. S'il n'y a pas eu ces 3 occurrences en année 1, en année 2, vous avez 10% de réduction. Et quel que soit l'historique de l'appareil, en année 3, il y a 30% de réduction supplémentaire. Après aussi, on fait un système de parrainage où si les clients ils sont satisfaits du service et qui viennent en parler à leur entourage, dès le moment qu'une personne vient de leur part chez nous, au moment où elles mentionnent leur nom et ça leur défalque une mensualité dans les mois qui suivent. Donc, on est toujours en train d'essayer de construire des opérations gagnant-gagnantes, pour ainsi dire. Ça fait combien de temps que Common existe et vous êtes à combien d'adhérents, d'utilisateurs? Comment on appelle du coup les gens qui font appel au service de Common et qui utilisent les objets que vous proposez? Alors, nous, alors, on peut les appeler les commoners si on veut faire du branding et tout, mais bon, c'est plus globalement des bénéficiaires. Ils bénéficient de notre service et dans les bénéficiaires de notre service, il y a des clients qui peuvent rentrer dans la catégorie sociétaire, c'est-à-dire que les clients qui viennent chez nous, comme on est une coopérative, ils peuvent prendre des parts sociales et donc accéder aux assemblées générales, aux prises de décision, etc., etc. Mais donc, globalement, on appelle nos clients des bénéficiaires.
On a à peu près 1 000 clients là. On a lancé la coopérative en janvier 2018. Et les sociétaires, je ne saurais pas dire, peut-être qu'on doit être à 200 ou 300 sociétaires. Enfin, honnêtement, là, j'ai envoyé un chiffre à la louche. Je ne sais pas. Il faudrait que je le vérifie. Je n'ai pas les chiffres. Ça nous permet déjà de voir un petit peu comment le paysage, si tu veux. Je voudrais juste revenir, tu as commencé vraiment à en parler, c'est chouette, mais sur l'aspect emprunt-restitution. Je prends mon exemple, voilà, je me dis, et ça va bientôt être mon cas, je vais bientôt avoir besoin d'un nouveau portable, notamment j'aimerais bien avoir un nouveau Fairphone. Comment je fais? Voilà, je veux voir comment je fais. Ben ça, c'est directement donc sur notre site web, tout se fait en ligne. Il faut choisir donc le modèle. Donc là, sur le Fairphone, il y a 2 modèles maintenant, le Fairphone 3 et Fairphone 3 Plus. Donc en fonction de notre besoin vis-à-vis de la caméra ou autre, ben, on s'orientera sur un ou deux l'autre modèle. Et puis après, on choisit différentes options. Est-ce qu'on prend avec chargeur ou sans chargeur? Enfin bon, bref, il y a un certain nombre de sélecteurs. C'est une boutique en ligne. Et puis, on va donc vous demander de payer 2 mensualités de caution et de souscrire une autorisation de prélèvement SEPA, puisqu'ensuite, après, c'est des prélèvements automatiques qui sont faits un peu comme un abonnement téléphonique. Et donc, à partir de là, il y a un certain nombre de formalités administratives à faire en ligne. Et puis, dès qu'on a passé toutes ces étapes-là, il y a quelqu'un de l'équipe qui appelle les clients pour s'assurer qu'on a la bonne adresse de livraison, parce que des fois, on a des surprises, qu'il a bien compris la nature de notre offre, parce que des fois, il y en a qui pensent qu'ils peuvent accéder à la propriété de l'appareil à la fin de l'engagement. Alors, bon, on l'explique bien sur notre site, mais bon, il y a toujours des informations qui passent à la trappe. Donc, c'est bien de faire un point avec le client avant d'expédier l'appareil. Et une fois que l'appel est validé, on peut faire partir le produit. Donc là, on expédie avec Colissimo les produits par la poste, quoi. Ok. J'imagine que Command maintenant, ça marche sur la France entière. Ça marche sur la France entière, ça marche même en Belgique. Et voilà. Et on a choisi un nom qui tend à l'international. Mais bon, on ne va pas révolutionner la planète entière. Hein. Déjà, si on se cantonne à l'Europe, ça sera bien. Alors, mais bon, voilà. la question que j'ai par rapport à ça, c'est, en effet, tu le dis, on y reviendra après, le numérique aujourd'hui n'est pas responsable, on le sait. Est-ce que justement le fait d'envoyer, restituer, ça n'impacte pas non plus en termes d'impact carbone, quoi, de d'émissions carbone, etc. Est-ce que vous avez des études là-dessus? Alors, oui, il y a des études en fait qui. Le principal poste d'émission CO2 dans le cycle de vie d'un smartphone, c'est sa production. Là, après, en fonction des études, les chiffres y varient, mais c'est vraiment un poste considérable en ce qui concerne les smartphones. Donc, l'impact carbone de la livraison du dernier kilomètre, elle est relativement modeste en comparaison de l'énergie qu'il faut pour fabriquer des puces électroniques. C'est juste, c'est assez. On n'imagine pas en fait les conditions physiques dans lesquelles on doit travailler pour fabriquer des couches électroniques qui sont dopées en différents métaux. C'est un truc assez hallucinant. Donc, en fait, il faut bien garder à l'esprit que le principal coût écologique au global sur la consommation des ressources, sur les émissions CO2, sur l'exploitation des gens, etc., il vient de la phase de production. Et donc, tout effort qui permettra de maximiser la phase d'utilisation, de fait, amortira la phase de production. Et puis après, il se trouve que Colissimo garantit que l'intégralité de ces livraisons sont compensées en termes d'émissions carbone. Donc les notions de compensation, c'est aussi des fois un peu critiquable, donc on ne le met pas non plus hyper en avant, mais voilà, c'est ce que j'avais à dire sur la question. Ça marche. En tout cas, ils y travaillent. L'autre question, c'est justement, tu en parles des gens, de vos utilisateurs, du coup, de vos clients. Quels sont leurs retours? Et en fait, même avant leur retour, est-ce que vous savez quelles étaient leurs envies de passer plutôt sur du partage, comme ça, si je puis dire, en tout cas sur de la location plutôt que sur de l'achat? Voilà, est-ce que ceux qui en avaient envie, qui ont passé le pas, sont satisfaits? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces retours clients? Alors, on a des très bons retours clients dans l'ensemble. Après, forcément, il y a toujours des cas de
des cas un peu plus conflictuels, hein, ça c'est inhérent à notre modèle économique. Maintenant, vraiment, dans la globalité, on a des très, très bons retours. On a une très bonne satisfaction client sur le support parce qu'en fait, à la fin de chaque interaction qu'on a avec les clients, on leur demande de remplir un questionnaire pour savoir si, sur une échelle de 0 à 10, ils nous évaluent tout ça. Donc, les clients sur le service sont vraiment satisfaits. On avait des sondages qui indiquaient qu'il y avait un certain nombre de clients qui restaient chez nous avec le Fairphone 2 parce qu'il y avait notre service, mais que si ils avaient acheté un Fairphone 2, peut-être qu'ils seraient passés au Fairphone 3 ou qu'ils seraient simplement abandonnés. Ils auraient simplement abandonné les Fairphone. Donc, vraiment, très bon retour des clients. Après, sur la motivation des personnes à venir chez nous, là, ça va dépendre. Il y a plusieurs motivations. Il y a des gens qui sont vraiment convaincus que ce modèle économique, c'est un modèle d'avenir et qui ont, après lecture de notre site web, vraiment adhéré au projet qu'on porte. Et donc, dans ce cas-là, c'est, on va dire, des supports inconditionnels de notre démarche qui vont venir chez nous par recherche de sens et de cohérence. Et, et de préoccupations écologiques, on va dire, et sociales, d'une certaine façon aussi, bien sûr. Après, il y aura des personnes qui vont chercher à concilier à la fois ces préoccupations écologiques et des considérations économiques, parce que mine de rien, si on veut acquérir un Fairphone, il faut quand même acheter, il faut quand même débourser du jour au lendemain environ 400 €. Donc ça peut être un frein à l'engagement. Voilà, je ne connais même pas le prix exact du Fairphone 2, mais c'est, je crois, 450, quelque chose comme ça. Enfin, J'ai une question qui va peut-être être un petit peu enfin pas de l'extrapolation, mais de l'imagination. C'est du coup, les produits là que vous mettez à disposition, les Fairphone notamment, mais aussi les ordinateurs, sont censés durer combien de temps par rapport à ce que nous, on pourrait avoir en fait un usage un petit peu classique? Est-ce que c'est censé durer plus longtemps? Est-ce que justement les services que vous apportez permettent ce genre de choses? C'est un petit peu l'extrapolation. alors, en fait, pour moi, je pense que ça serait très prétentieux de dire ça va durer 10 ans, ça va durer 5 ans, ça va durer X ans, puisqu'on n'a que 2 ans et on termine la 3e année d'exercice. Donc là, ce que je peux dire, c'est que nous, on a fait en sorte, enfin, on a construit nos offres pour, déjà d'un point de vue économique, essayer d'amortir les appareils le plus longtemps possible. Et ce qu'on constate, c'est que grâce à notre service, par exemple, des clients qui sont chez nous avec un Fairphone 2, donc le Fairphone 2, il a déjà presque 6 ans. Hein. C'est un appareil qui date un petit peu. Nous, on a commencé à le commercialiser seulement donc, en janvier 2018. Donc, et le Fairphone 3 est sorti l'année dernière. Donc, on a environ, je crois que c'est aux alentours de 400 personnes qui ont des Fairphone 2. Et malgré le fait que le Fairphone 3 soit sorti et qu'ils sont arrivés à la fin de leur engagement, ils sont restés avec un Fairphone 2 parce qu'ils ont vraiment bien compris la philosophie de notre offre et parce qu'on a été capable de leur apporter des services complémentaires tels que la mise à jour du Fairphone 2 vers Android 9 par l'intermédiaire de systèmes d'exploitation alternatifs qui se trouvent améliorés, qui améliorent en fait les caractéristiques du Fairphone 2. Donc, nous, déjà, sur l'usage individuellement pour chaque appareil, on va faire en sorte que l'usager le conserve le plus longtemps possible. À la fin de l'engagement, pareil, il y a des offres on incite financièrement les personnes à conserver le même appareil. Et puis, dans l'hypothèse où les appareils nous reviennent, nous, ce sont des appareils qu'on va pas, on est obligé de les valoriser. On a forcément un intérêt économique à le faire. Donc, si on n'est pas capable de le faire parce qu'ils sont complètement défoncés et que la personne n'en a vraiment pas pris soin ou je ne sais pas, et bien dans ce cas-là, on va utiliser les pièces détachées pour réparer d'autres appareils et donc on va être capable de récupérer la matière immobilisée dans l'appareil dans un autre. Donc là, on a un rendement de recyclage de 100%. Et dans l'hypothèse où l'appareil est le pire des scénarios, ça nous arrive et on a déjà un certain nombre d'appareils sur lesquels on ne peut rien faire, c'est quand les téléphones tombent dans l'eau. Là, on ne peut pas plus les réutiliser. Et donc là, on a déjà des téléphones qui sont complètement morts et on viendra les envoyer au bon endroit une fois qu'on en aura vraiment beaucoup. Pour l'instant, le stock est risible. Et donc, dans ce cas-là, on essaiera de faire en sorte de les envoyer au bon endroit pour qu'ils soient recyclés correctement parce qu'il y a un gros souci dans la traçabilité des déchets d'équipements électriques et électroniques aujourd'hui. Vous avez une idée je sais pas, du nombre de
kilos de déchets en moins que Common a permis de faire justement Waouh. en recyclant, en louant, en faisant attention aux objets. Ouais. Non, mais, alors, non, mais en fait, juste pour recadrer un petit peu, moi, donc, enfin, dans l'équipe, on avait des formations de scientifiques. Moi, à la base, j'ai un doctorat en chimie organique et j'aime la rigueur. Et donc là, ce que tu me demandes, c'est de te donner des indicateurs d'une ACV ou d'une analyse d'impact ultra poussée sur notre activité qu'on aimerait pouvoir être capable de faire, mais qui est très difficile à faire. On peut donner des indicateurs à la louche et tout, on l'a déjà fait. Il y a des gens qui nous le demandent des fois, mais pour moi, c'est pas assez rigoureux. C'est-à-dire que c'est un vrai métier, ça demande de fiabiliser les données, etc., etc. Et je pourrais dire, bah voilà, on a économisé X centaines de tonnes de D3E. Je sortirais ça de mon chapeau et ça ne servirait pas. Donc, je ne peux pas répondre. On met en place en fait plein d'outils de monitoring en fait sur notre activité pour ne serait-ce que avoir la traçabilité des composants et non pas uniquement des produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de savoir la caméra numéro 674, combien elle a été utilisée de fois dans combien d'appareils différents. Et donc, une fois qu'on aura consolidé ces données-là et on pourra peut-être arriver à vraiment sortir des beaux indicateurs sur le taux de réutilisation de nos appareils, le taux de réutilisation des composants, ce genre de choses. Là, malheureusement, c'est un peu tôt, mais moi j'adorerais pouvoir répondre à la question en fait. Il y a un autre aspect que j'ai regardé sur votre site dont j'aimerais que tu me parles, c'est l'aspect de crowd equity. Le crowd equity, ouais. En fait, ça, c'est le fait que comme on est une coopérative, n'importe qui peut être actionnaire chez nous. Donc, c'est-à-dire que sur notre plateforme, n'importe qui, même qu'il soit client ou non, euh, peut prendre des parts. Donc, on a comme une campagne de crowdfunding qui tourne constamment. Et il y a, et dans le monde coopératif, beaucoup le font. Petit coup de pub pour Railcoop, par exemple, une coopérative ferroviaire qui va ouvrir une ligne entre Bordeaux et Lyon. Ils en sont à 2000 sociétaires. Ils ont maximisé la com là-dessus et ça marche trop bien. Et c'est trop cool. Je les adore. Dans notre coopérative, il y a différents collèges de sociétaires. Il y a donc les bénéficiaires, les clients, les partenaires de communication. Donc, par exemple, on a Alternative Économique qui sont sociétaires chez nous. On a des bénévoles qui peuvent venir pour nous aider, qui peuvent être sociétaires. On va avoir bien entendu les salariés de l'entreprise, les salariés dirigeants. Et puis, on va avoir les investisseurs dans lequel on va mettre les investisseurs, on va dire, traditionnels tels que les banques qui vont faire des prêts et tout ça, machin, ils peuvent prendre des parts chez nous, ou bien n'importe qui passe sur le site et qui prend 100 € de part devient investisseur common, quoi. Quels sont les coups d'après pour Common? Alors, il y en aurait plein. Nous, en fait, pour nous, la possession individuelle d'appareils électroniques, genre le fait qu'on soit tous capables d'avoir un ordinateur, un smartphone, un écran, machin, écologiquement, c'est pas tenable. Donc, à un moment donné, il va falloir penser la mutualisation au-delà du modèle qu'on porte, où on pourrait considérer qu'il y a une utilisation d'appareils au travers de la flotte, mais on reste avec des appareils individualisés. Donc, on aimerait pouvoir, on n'a pas eu le temps de le faire et pourtant pour avoir des partenaires, mais lancer des offres pilotes dans des habitats partagés où au lieu d'avoir un ordinateur par cellule et foyer, on aurait je sais pas, 2 ordinateurs pour l'ensemble de la communauté pour avoir accès à la connaissance, pour avoir accès à ce que offre le numérique qui est quand même assez intéressant en termes d'autonomisation. Il y a plein de trucs. Pendant le confinement, j'ai appris à faire un portique pour faire pousser des tomates. J'avais jamais fait des nœuds de cabestan, tout ça, machin, c'est tout bête. Mais si j'avais pas eu Internet, j'aurais pas pu le faire aussi simplement. Donc, tout n'est pas blanc ou noir et très clairement, on peut être contre la 5G et pour autant considérer que le numérique peut apporter à notre société. Mais il faut savoir faire des choix et aujourd'hui, des choix drastiques s'imposent et on ne va pas être capable d'avoir de la VR, des voitures autonomes, des gourdes, des portes connectées, des trucs, des machins. Donc, il faut rationaliser nos besoins et nos usages du numérique. Et nous, c'est ce qu'on essaye de porter. Le premier pas, c'est déjà de
permettre aux gens d'apprendre à se déposséder de leur appareil par l'intermédiaire de l'économie d'usage. Ils ne possèdent plus l'objet, mais ils bénéficient du service. Le step suivant, c'est OK, est-ce que j'ai tout le temps besoin de cet objet? Est-ce que je ne peux pas bénéficier d'un service dans lequel je n'aurai accès à ce produit que de façon temporaire? Alors, quand on parle du smartphone aujourd'hui, ben, ça fait un peu hérisser les poils, hein. Sur les ordinateurs, ça peut peut-être commencer à le faire. Mais voilà, donc ça serait peut-être un peu le next step. On a aussi d'autres produits en tête qui vont s'atteler à d'autres types de problématiques, telles que l'économie de l'attention. Donc, on aimerait proposer des offres qui permettent aux gens de se sevrer des smartphones pour passer sur des téléphones un peu plus light avec des fonctionnalités sobres, etc. Donc là, on a des pistes de réflexion là-dessus. On travaille en partenariat avec une startup en Alsace là, qui développe un ordinateur ultra modulaire open hardware, open source, qu'on accompagne. On aimerait bien les accompagner jusqu'à la mise sur le marché de ce produit-là. Puis on fait aussi de l'accompagnement, c'est-à-dire que nous, on a développé quelque part une expertise dans l'économie de la fonctionnalité de produits électroniques. Donc, on fait de la gestion de flotte de produits électroniques. Et donc, en parallèle, on accompagne des gens qui voudraient lancer des modèles économiques associés. Donc, comme en fait, tout notre back-office, notre ERP, nos outils opérationnels, on les développe dans des environnements open source, on peut facilement faire du transfert de compétences. Et donc, à terme, on pourrait aussi tout à fait imaginer accompagner d'autres entreprises à migrer vers ce modèle qu'on pense être plus vertueux s'il est fait à bon escient, parce que ça peut aussi être une façon de ponctionner de manière éhontée des clients sous le prétexte d'un service de mensualité récurrente. Est-ce que la société nous permettra d'aller jusqu'au bout de ces souhaits-là? Ben là, la question elle mérite d'être posée, mais en tout cas, on a plein de perspectives. C'est génial. Alors, justement, tu as commencé à en parler sur l'aspect du numérique, c'est bien de vouloir beaucoup de choses, mais on ne peut pas par rapport aux limites planétaires notamment et à d'autres choses. Est-ce que tu peux essayer de nous dire, on essaye d'interroger donc via le projet de livre les autres voies possibles, les alternatives qui existent déjà, la plupart, hein, comme Command. Quelles sont-elles dans le milieu du numérique pour essayer de concilier à la fois une utilisation du numérique tout en étant un peu plus responsable? Alors, il y en a plein. En fait, vraiment, la question fondamentale à se poser quand on aborde cette question, c'est la question du besoin. C'est-à-dire qu'il faut vraiment commencer par quels sont nos besoins primordiaux et quels sont les outils nécessaires à l'accession à ces besoins. Est-ce que être capable de voir des vidéos en 4K dans le métro, c'est un besoin? Je ne pense pas. Est-ce que être capable d'être livré par drone à sa fenêtre de commande d'Amazon, c'est un besoin? Je ne pense pas. Donc voilà, il faut en fait faire un petit tableau comme ça. Et puis dès que on pense que ce n'est pas un besoin vital et essentiel, hein, on pourrait reprendre cette expression des besoins de première nécessité là qu'on a eu pendant le Covid, hein, dès qu'on n'est pas face à ces besoins-là, on fait un gros cut dans la perspective de développement. Donc, si on réfléchissait avec ce prisme, déjà, on éviterait plein de stupidités technophiles qui servent à rien, vers lesquelles on est en train de se tendre. Après, sur des alternatives, donc qu'est-ce qui se développe autour de ces notions-là? Il y a tout ce qui va être autour des notions du low-tech. Par exemple, j'invite les personnes à aller voir le Low-Tech Magazine, là, qui est donc un site web qui est alimenté en permanence par l'énergie solaire, ce qui fait que quand les batteries sont vides, l'accès au site est fermé. Donc, quand on se connecte dessus, il y a une base, en fait, il y a une couleur, il y a du bleu et du jaune, je crois, et c'est la jauge de la batterie. Et donc, si on se connecte dessus vers 22h, elle sera tout en bas et on sait qu'on aura accès encore qu'une demi-heure au truc. Et c'est un site éco-conçu, vraiment minimaliste. Il est juste là pour diffuser de l'information. Et il va proposer tout un ensemble de tutos, de trucs et astuces pour fabriquer des objets du quotidien low-tech, réparables, le plus souvent dénumérisés, parce que aujourd'hui, on voit notamment dans l'agriculture des tendances à aller vers l'automatisation des trucs, des drones pour aller faire des jets de précision sur la petite adventice qui traîne et qu'on ne veut pas voir là, mais heureusement qu'il y a le drone qui veille, etc., etc. Donc, toute cette technologie-là, en fait, aujourd'hui, hier, l'agriculture était dépendante du pétrole
et elle l'est encore aujourd'hui. Donc, à contrario, ben, il y a l'atelier paysan, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui va aller chez les paysans, qui va les former à la création d'outils agricoles spécifiques à leur activité, qui va coller au plus proche de leurs besoins. La plupart du temps, ben, ils vont aussi proposer des outils décarbonés. Et une fois que les outils qu'ils auront co-construits, parce qu'en plus, ils font venir des personnes qui forment sur le site de l'exploitation aux techniques de soudure, de conception et tout ça, donc qui créent du savoir. Donc, on peut être en croissance de savoir, puisque quand le savoir, ça se partage et c'est plutôt cool. Donc, ils créent du savoir et tout ce savoir-là, ils le mettent en open source. Et donc, ça, c'est vraiment un modèle de coopérative qui sort un peu du cadre du numérique, mais qui est vraiment excellent, je trouve. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir comme alternative low-tech? Il y a plein d'initiatives qui sont sur, ben voilà, là, repenser refaire. Déjà, par exemple, tout ce qui touche au système alternatif, vous prenez un vieil ordinateur, vous remettez Linux dessus, il est reparti comme un 40. Donc, il y a plein de façons de voir comment on pourrait faire pour continuer à préserver le savoir et la reliance que permet le web, parce qu'il y a des avantages non négligeables à Internet. Et il faut conserver cette reliance-là, ce savoir-là, qui peut donner un gain de résilience, et on en aura besoin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ben, ce gain-là, il est complètement basé sur des pieds d'argile et au moindre pépin sur l'approvisionnement ou ça se pète la gueule. Donc, il y a aussi des initiatives qui développent des réseaux Internet par la radio pour s'affranchir des grands opérateurs et puis développer des réseaux en parallèle, en fait. Aujourd'hui, on est dans un système systémique qui est vraiment interconnecté et s'il y a un des maillons de la chaîne qui se casse la gueule, c'est pas garanti que tout suive. La côte est des États-Unis, elle va être sujette à une élévation du niveau de la mer assez significative et ils n'avaient pas forcément anticipé ça quand ils avaient mis les fibres optiques qui alimentent l'intégralité de la côte est pour le web. Et donc, les projections qui sont faites d'élévation du niveau de la mer, s'il n'y a rien qui est fait par rapport au réchauffement climatique, très clairement, on ne sait pas si le web tiendra la route face à l'élévation du niveau des eaux, en fait. Donc, si on en arrive à ces extrémités-là, peut-être que le web, ce sera la dernière de nos préoccupations. Notre première préoccupation, ce sera de manger et d'avoir de l'accès à l'eau. Mais en tout cas, voilà, quoi, il faut penser un peu long terme et résilience. Finalement, on fait partie aussi. C'est quoi, toi, tes autres alternatives? Et je ne dis pas forcément que dans le numérique, c'est dans tout. Quelles sont tes alternatives à toi, tes autres voies possibles à toi? Alors, moi, j'en ai plein. Moi, à titre personnel, je considère que c'est essentiel d'un côté de faire la promotion des alternatives. Donc, j'en porte avec mes associés, puis les gens qui travaillent avec nous chez Common, on en porte une. Mais il ne faut pas forcément se suffire à ça. Il ne faut pas croire que uniquement en étant un consommateur exemplaire, on va être capable de changer l'intégralité des choses. En même temps, il faut résister. Donc moi, à titre personnel, je suis très engagé avec Alternatiba et Action d'Environnement COP21. Donc on fait ce qu'on appelle les actions de désobéissance pour mettre à l'index des trucs qu'on juge inadmissibles. Donc ça, c'est notre voie, c'est la résistance, parce qu'il y a énormément de fronts qui s'ouvrent tous les jours, qui sont profondément révoltants. Et donc, c'est difficile de tout faire et tout le monde n'a pas forcément l'énergie pour s'engager dans les différentes voies, mais il faut avoir conscience qu'il en existe plusieurs. On peut s'engager par la consommation, mais on peut aussi, ou par créer une alternative, hein, mais on peut aussi s'engager par la résistance et l'ensemble de ces dynamiques sont complémentaires. Et on n'est pas assez nombreux. Il faudrait qu'on soit des centaines de milliers à résister constamment. Il y a beaucoup trop de trucs qui se passent en ce moment qui sont profondément révoltants. Donc ça, c'était pour un peu l'engagement citoyen. Et puis après, les alternatives, moi j'aurais envie de dire, essayez de faire en sorte d'apprendre à vous passer de votre smartphone. Ça, c'est vraiment la meilleure des alternatives.
commencez déjà, par exemple, si vous avez l'opportunité de passer votre téléphone en noir et blanc, ça évitera de vous faire capter constamment l'attention avec les petites notifications en rouge qui jouent sur l'œil du chasseur, tout ça. Donc voilà, ça, c'est des petits trucs. C'est un premier pas pour apprendre à s'affranchir du truc. Moi, là, je viens de passer 2 semaines complètement déconnecté. J'ai allumé mon téléphone 3 fois. J'étais refait. C'était les meilleures vacances de ma vie, quoi. Parce que à la base, avant de lancer Common, je voulais pas de smartphone. J'en ai un que depuis. J'ai tenu 6 mois après le lancement de Common sans avoir de smartphone, alors que j'avais un téléphone truc classique qui marchait. Un Donc, il n'y a pas de 3310, raison. Voilà, c'est ça. voilà. Il marchait, donc je n'allais pas en prendre un autre. Et donc, je compte bien me passer de smartphone. Ça fait partie de mes projets à moyen terme, là. Dès qu'on intègre les téléphones que j'évoquais, là, qui luttent contre l'économie de l'attention, en noir et blanc, tout ça, machin, je passerai là-dessus parce que c'est vraiment un souci. Voilà, mais aussi promouvoir la coopération aussi. Ça, c'est diffuser des récits de coopération et d'entraide parce qu'on est trop baigné dans une culture de la compétition. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a choisi notre statut coopératif. Parce que dans des perspectives de crise systémique, aborder des crises systémiques avec un dogme de la compétition, ça ne va pas être fun. En effet, voilà. On ne s'en sortira qu'ensemble. Bon, écoute, j'ai un peu débordé sur la demi-heure, oui. Mais en tout cas, je t'en remercie, c'était passionnant. Merci beaucoup, c'était super et bon courage pour tout et pour la reprise surtout. Voilà, merci. Allez, bonne merci à toi. Toi aussi. Au revoir.